Bonjour à toutes et à tous, bon week-end bien sûr, c'est ça le plus important et merci de nous être fidèles, merci de nous retrouver tous les week-ends à la fois sur BFM Business mais aussi sur 01 TV pour En route pour demain, votre magazine dédié à toutes les mobilités. Pauline Ducant qui est à mes côtés. Salut Pauline. Salut François. Alors, qu'est-ce qu'on vous a réservé pour ce nouveau numéro? Regardez. Eh bien, on va parler hydrogène, Honda, Toyota, mais demain Renault, Opium. L'hydrogène arrive doucement dans l'automobile. Julien Bonnet fait le point sur la stratégie des constructeurs qui y croient. Et oui, on va tout vous expliquer. Tiens, bien justement, un nouveau nom aussi dans le monde de l'hydrogène. Ça s'appelle Nemix. On recevra l'un des porte-paroles de ce nouveau constructeur. Et puis tu le sais François, la carrosserie à la mode en ce moment, c'est le SUV coupé. Alors Julien Bonnet et Jean-David Duhart ont essayé l'un des derniers sortis, c'est le Volkswagen Taygo. Et bien voilà, et puis on vous donnera quelques conseils aussi si vous vous apprêtez à acheter une moto électrique parce qu'on ne conduit pas une moto électrique comme une moto traditionnelle. Et Pascal Samaman nous expliquera tout ça tout à l'heure. Voilà, vous savez tout, merci d'être là, c'est parti pour En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducant et François Sorel. En route pour demain, chaque week-end, nous sommes là pendant une petite demi-heure pour parler toutes les mobilités et notamment parler beaucoup d'hydrogène. Ce week-end, ça tombe bien. Julien Bonnet est avec nous, Pauline. Absolument. Bonjour Julien. Bonjour à tous les deux. Salut Julien, journaliste à BFM Business, bien sûr, spécialisé dans le monde de l'automobile. Alors l'hydrogène, c'est vrai qu'on en parle beaucoup ces dernières semaines dans le monde auto, mais il y a déjà des constructeurs qui s'y ont mis. Alors tu as fait un petit peu le point justement pour savoir qui avait cette technologie dans son pipe de motorisation pour les années à venir. Bah oui, complètement. Alors déjà, on peut commencer par rappeler rapidement comment ça fonctionne. En fait, finalement, ça va fonctionner un peu de manière similaire à une voiture électrique, sauf que finalement l'électricité, elle ne va pas venir de la batterie, elle va venir d'une pile à combustible qui, à partir d'un réservoir d'hydrogène, va fabriquer cette électricité. Donc le résultat, c'est une réaction chimique en fait entre l'oxygène présent dans l'air qu'on va extraire et donc cet hydrogène. Et on va avoir uniquement des rejets de vapeur d'eau, donc une énergie assez propre, bien sûr, à partir du moment où l'hydrogène est lui-même produit de manière propre, ce qui est un petit peu le cœur du problème. L'hydrogène vert et l'hydrogène gris aussi. Voilà, pour l'instant, il est massivement gris, donc produit à partir du méthane notamment, donc qui émet beaucoup de CO2, donc c'est un peu le cœur du problème. Mais ça aussi, on sait faire de l'hydrogène vert, donc c'est porteur d'espoir sur l'avenir. Et donc parmi les constructeurs qui s'y sont intéressés, finalement, aujourd'hui, c'est assez simple. Il n'y a que 2 modèles que vous pouvez acheter directement en Europe si vous voulez rouler à l'hydrogène. Donc, le plus connu, c'est sans doute la Toyota Mirai, donc une grande berline. C'est sans doute une des voitures hydrogène la plus connue, parce qu'elle a été lancée depuis un certain temps. La première génération, ça remonte maintenant à 2015. Et toi, Pauline, tu avais testé début 2021, je m'en souviens, la deuxième génération, ouais. Qui avait pas mal de progrès quand même, parce que c'est vrai qu'on partait de 500 km d'autonomie pour la première génération. Alors, on peut se dire c'est suffisant, surtout que c'est un des discours de la voiture à hydrogène, on peut faire le plein facilement, sauf qu'aujourd'hui c'est assez compliqué de trouver une station, on en reparlera après. Donc finalement l'autonomie elle a été améliorée à 650 km, on avait plus d'espace pour les passagers, et ça c'est important parce qu'on voit qu'aujourd'hui parmi les clients de ces voitures à hydrogène, c'est surtout des sociétés de taxi, notamment à Paris on connaît bien Hype qui exploite donc cette Toyota Mirai, et un deuxième modèle qui est finalement le seul modèle concurrent, le Hyundai Nexo, donc, que j'avais essayé aussi, qui est plutôt lui un SUV, c'est l'autre partie de la gamme. Voilà, donc ça permet d'avoir une grande berline et un SUV, donc pour varier les plaisirs. Et donc lui aussi, c'est en quelque sorte une deuxième génération, parce que Hyundai, ça fait aussi longtemps qu'ils sont présents dans le domaine. Ils avaient sorti un iX35 Fuel Cell en 2013, donc même 2 ans avant Toyota. Et donc même chose, donc pour l'instant, on va dire pour ces constructeurs, c'est plutôt préparer le coup d'avant. Pour l'instant, ces véhicules, ils sont assez chers. Un des points sur la Toyota Mirai de deuxième génération, c'est qu'elle baissait son prix de 11 000 €, mais là j'ai vérifié justement, elle est encore à 69 400 € quand même. Alors elle peut bénéficier d'un bonus, mais qui est assez finalement ridicule par rapport au bonus qu'on connaît sur l'électrique d'environ 6 000 €. Là on est plus à 2 000 €. C'est la seule exception en fait au bonus écologique qui est réservé normalement à toutes les voitures à moins de 60 000 €. Sur l'hydrogène, on sait que c'est une technologie encore à ses débuts, donc on laisse une marge, mais seulement 2 000 € d'aide. Je ne sais pas si ça va inciter beaucoup de particuliers. Ouais, finalement avec un tarif pareil et très peu d'aide pour aider à l'achat, je suppose que les ventes ont été
Oui, c'est se anecdotique. comptent sur les doigts d'une main. Complètement. Alors j'ai vérifié, apparemment, d'après une étude du cabinet Jato Dynamics, en 2021, on a compté 15 500 ventes. Donc l'article que Dans j'ai le lu, monde, dans le monde. Dans le monde, ouais, parlait d'une énorme hausse, plus 84% par rapport à 2020. Mais j'ai recalculé par rapport aux ventes mondiales qui en plus sont pas au sommet de leur forme. On est à peu près à 78 millions de véhicules neufs vendus dans le monde. Donc là, toute motorisation, bien sûr, en 2021. Et donc ça représente moins de 0,0001%. Et 55% des ventes là, de ces 15 500 véhicules à hydrogène ont été réalisées en Corée du Sud, donc le pays de Hyundai. Donc on voit bien que aussi ça joue finalement la nationalité du constructeur sur l'impact sur les ventes. Donc, mais par contre, les groupes quasiment... Oui, ils sont plus tout seuls. Il y a d'autres constructeurs maintenant qui commencent à y aller, d'autres constructeurs généralistes qui y croient, et notamment les Français. Complètement. Donc on peut citer notamment Stellantis, qui est un peu français quand même, qui est issu, donc, on le rappelle, de la fusion entre PSA et FCA, donc bien sûr un grand ensemble qui n'est pas strictement Galaxie français, de marques, mais qui garde bien sûr des marques historiques françaises, dont Peugeot, Citroën, Opel, et ça fait d'ailleurs partie du plan qui a été lancé par Stellantis, avec le lancement des Peugeot Expert, Citroën Jumpy et Opel Vivaro, donc une offre tournée vers les utilitaires, où là il y aurait un intérêt quand même à cette technologie hydrogène, donc ce qu'on a dit déjà, sur l'autonomie, sur la simplicité de la recharge, et sur la capacité aussi à transporter des objets assez lourds, ce qui est moins le cas sur les véhicules électriques à batterie qui consomment beaucoup dans ces circonstances-là. Et donc là, on est au début avec une production en petite série. Stellantis prévoyait 2000 exemplaires produits en 2022. Et côté Renault, c'est aussi une offre d'utilitaire pour l'instant qui est incarnée par la filiale Ivia dont on parlait déjà la semaine dernière, donc qui a démarré ses livraisons d'utilitaires fin 2021. Et donc même chose, on est sur une offre de version fourgon, châssis grand volume ou une version aussi Citybus pour le transport de personnes. Très bien. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que tu crois vraiment à la démocratisation de cette technologie? Parce que c'est vrai qu'il y a encore pas mal de débats là-dessus. On se dit que ça sera plutôt sur les gros véhicules qui sont lourds, où la batterie, en fait, n'est pas véritablement très compatible. Bien sûr. Où est-ce qu'on en est, en fait? Est-ce que la vision change concernant l'hydrogène? C'est vrai que sur les poids lourds, on peut citer notamment Hyundai est présent dans le domaine avec des premiers tests qui ont été lancés avec des poids lourds. Il y a la fameuse start-up américaine Nikola qui a eu son cours de bourse pas mal justement alimenté par ce potentiel de l'hydrogène adapté aux poids lourds. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça ralentit un petit peu, on va dire, dans les applications concrètes. Donc, il faut peut-être attendre de voir. Mais ça reste aujourd'hui quand même une solution intéressante pour un avenir décarboné. Donc, finalement, les points forts, on pourrait dire que c'est l'autonomie qu'on va avoir assez rapidement grâce à cette recharge qui s'apparente à un plein. Et finalement, aujourd'hui, on voit se développer peut-être des concepts un peu d'hybridation. Donc, même chose, on en parlait la semaine dernière avec le concept de Scénic qui exploite à la fois la batterie électrique, on va dire, pour les trajets du quotidien, mais sur un trajet longue distance, on va finalement pouvoir gagner comme ça pas mal d'autonomie en faisant un plein d'hydrogène. Et l'hydrogène va permettre de recharger la batterie comme un plein d'essence, en fait. C'est ça, en prolongateur d'autonomie, avec l'avantage que par rapport au point d'essence, on va normalement pas émettre de CO2, du moins, encore une fois, si l'hydrogène est vert. Et puis, il y a des sacrées performances qui sont réalisées, parce que par exemple, il y a une société du Tarn, donc ARM Engineering, qui a réussi à faire rouler une Renault Zoé avec une technologie aussi proche, hydrogène, mais bon, on va dire avec une pile à combustible alimentée par du méthanol agricole cette fois-ci. Et là, finalement, ils ont réussi à faire un exploit d'autonomie à 2000 km. Donc, même chose, c'est ça, on voit que les technologies sont en train de se positionner autour de l'électrique pour trouver le meilleur arbitrage finalement entre le poids. On sait notamment sur l'hydrogène qu'un des problèmes, c'est le réservoir qui, pour la sécurité de contenir de l'hydrogène, va être assez résistant, assez lourd. Et donc, par contre, il y a deux nouveautés là qu'on peut citer pour finir qui vont arriver. Le français Opium, donc le constructeur, une nouvelle marque française qui veut lancer une grande berline à hydrogène, ça on vous en parle très rapidement normalement. Et puis bien sûr l'invité qui va suivre après moi, donc l'inventeur du NameX, donc ce SUV hydrogène avec son système de capsule pour recharger, mais vous en parlez, et ça c'est assez prometteur. Et tu restes avec nous justement pour cette intervention avec notre invité donc qui nous rejoint tout de suite dans En route pour demain. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'invité. Alors on va continuer à parler hydrogène avec notre invité Fawzan Ja. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président de NameX. Alors NameX, c'est un tout nouveau constructeur qui se lance dans l'hydrogène, vraiment vous à 100%, et alors avec le véhicule, la carrosserie à la mode, c'est-à-dire le SUV. Exactement.
On crée une nouvelle marque automobile. Ça fait 4 ans qu'on travaille, 4 ans et demi maintenant qu'on travaille sur ce projet. C'était une longue réflexion. On a pris une feuille blanche. On s'est dit comment on va créer un nouveau constructeur qui apporte une vraie différence et d'aller sur un véhicule le plus propre possible. Évidemment, être 0% non polluant, c'est presque impossible pour l'instant. On va aller tendre vers une solution la plus propre possible. Et donc nous avons créé avec les meilleurs partenaires industriels, techniques d'Europe et d'Afrique, ce véhicule, ce premier HUV, d'ailleurs qu'on appelle HUV au lieu de SUV, parce qu'il est hydrogène, en collaboration avec Pininfarina. Donc on a fait Pour le design. Pour le design, on a travaillé ensemble avec nos équipes internes et Pininfarina pour offrir le plus beau design possible pour un SUV et convaincre un maximum de personnes de passer sur l'hydrogène dans quelques années. Alors pourquoi vous êtes allé justement directement sur l'hydrogène sans passer par la case électrique où on sait qu'aujourd'hui le coût des batteries commence à baisser, les motorisations électriques sont aussi disponibles, enfin, on a tout un écosystème, un environnement, alors que sur l'hydrogène on est plus dans l'expérimentation encore aujourd'hui. Avant de commencer le projet, on a passé environ 8 mois d'études approfondies sur quelle technologie on part. Il y avait au départ, il y a 4 ans et demi, le plug-in hybride, il y avait la technologie batterie classique et l'hydrogène. Et il s'avère que là où il y avait pour nous le plus de potentiel et le plus de réalité green, c'était l'hydrogène. Forcément, le challenge est beaucoup plus grand et plus complexe, mais on croit en l'avenir et on sait que c'est une transition. Aujourd'hui, on fait une transition du plug-in hybride à la batterie et on fera une transition petit à petit de la batterie à l'hydrogène. Par contre, je suis convaincu que la batterie ne remplacera pas tous les véhicules et l'hydrogène également. Ça sera un mix qui se fera. Justement, comment voyez-vous l'avenir entre le switch, en tout cas le partage de marché entre les voitures 100% électriques à batterie et celles qui fonctionneront à l'hydrogène? Comment vous le voyez ça? Alors, les choses peuvent beaucoup changer, évidemment, on le sait. Mais à ce jour, on se rend compte que les véhicules à batterie sont très pratiques en ville, parce qu'on peut facilement avoir des prises pour recharger ses voitures durant un rendez-vous ou un entretien et repartir avec une certaine autonomie. Par contre, on le sait tous, l'autonomie sur des longs trajets, par exemple, se dégrade énormément. Et admettons qu'au mois d'août, tout le monde part en vacances ensemble et que vous rechargez au même endroit à la station batterie, vous attendez 4-5 heures. C'est impensable. Par contre, l'hydrogène, il apporte une vraie solution avec un plein en seulement 3 minutes. Une autonomie, par exemple, pour nous, c'est 800 km, donc quand même assez long, plus long que ce qu'on a actuellement. Donc ce ne sont pas finalement les mêmes utilisations. En fait, on revient avec le confort du thermique, c'est-à-dire qu'on a un véhicule dont on va faire le plein d'essence comme d'hydrogène en quelques minutes, finalement, avec une autonomie quand même de 800 km. C'est un peu ça, en fait, l'hydrogène, c'est le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur des deux mondes. L'idée, c'est que pour nous, chez Dynamics, l'automobile, c'est l'une des plus grandes inventions de l'homme. On ne s'en rend pas compte, mais si demain, les voitures, les camions s'arrêtaient, le monde s'arrêterait. On connaît l'importance de l'automobile et de la roue qui roule, finalement. L'hydrogène nous permet de garder cette liberté, d'aller où on veut, quand on veut, mais sans la contrainte assez complexe qu'on connaît aujourd'hui, avec les temps de recharge assez longs et l'autonomie assez basse. Évidemment, rien n'est simple. Il y a toujours une équation, il y a toujours des inconvénients à une technologie, mais aujourd'hui, l'hydrogène, pour nous, apporte ce qu'il y a de mieux en termes de liberté et de pollution. Donc ça veut dire que vous croyez, vous, à un développement des stations qui, d'ici 4-5 ans, sera suffisant pour que, justement, je puisse faire ces longs trajets? Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques stations, il y en a quelques dizaines en France, mais ça reste quand même assez... le nombre est assez réduit. On est conscient de ce problème. Une station hydrogène coûte plusieurs millions d'euros avec le génie civil à installer. D'autres contraintes également. Elles vont se développer, on le sait. Là, il y a des plans européens qui ont été annoncés dans différents pays, même au niveau mondial, c'est pas que la France. Mais dans 3 ou 4 ans, je ne pense pas que ce sera assez suffisant pour qu'on ait des millions de personnes qui roulent à l'hydrogène. C'est ça la question, c'est du maillage. Aujourd'hui en France, je crois qu'il y a environ 11 300 stations essence en France. Donc c'est compliqué d'avoir le même maillage de quelques années. C'est une question d'étape, on y va étape par étape. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle chez Dynamics, ce n'est pas qu'un projet lié qu'à l'automobile, c'est aussi lié à la mobilité, au système de recharge. On a pensé à une solution un peu plus globale qui va permettre de rendre plus facile l'accès à l'hydrogène à nos futurs clients et aux clients d'hydrogène dans quelques années. Donc on est conscient que c'est des étapes à passer, que tout ne va pas se faire en 1 an ou 2 ans. On a d'autres acteurs qui développent l'hydrogène, on a des grands constructeurs qui commencent à y aller, d'autres startups qui développent également ce marché-là. Notamment. Voilà, exactement. Alors vous, votre concept de capsule, c'est assez intéressant justement, expliquez-nous. Alors la capsule, aujourd'hui, ça a été un long travail. Parce que quand on a développé la voiture, le HEV, on s'est dit, ok, on a un beau design, on a une belle philosophie, on a un très bon qualité de charge technique. Mais comment on va rendre le côté hydrogène plus accessible aux particuliers? Parce que tant qu'on a la peur de dire, bon, il n'y a pas de station, comment on fait? Et donc ce système de capsule permet plus facilement d'avoir accès à l'hydrogène
vert, c'est ce qu'on veut faire, hydrogène green, donc produit via des énergies renouvelables, sans passer à 100% par des stations de recharge classiques. Le HEV permet d'être rechargé à la fois avec une trappe à hydrogène classique comme sur la Toyota Mirai par exemple, mais également de pouvoir faire ce swiping system, ce système interchangeable de capsules entre les vides et les pleines. Et en fait, au mois d'octobre, au Salon d'Auto de Paris, on présentera tout l'écosystème de comment ça fonctionne. Très bien. On a beaucoup de questions. Évidemment, En fait, les capsules, c'est quoi? C'est un peu comme dans les jeux vidéo, un boost de recharge, quoi, en quelque sorte. C'est ça? On peut dire ça. Un jeu vidéo, si on prend un peu le côté futuriste, un peu le côté ludique de la chose, oui, c'est une solution qui permet d'avoir l'énergie complémentaire facilement. Il y a un vrai enjeu, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont peur de deux choses. C'est combien de temps je peux rouler et en combien de temps je me recharge. Julien? Oui, ça passera par un système a priori d'abonnement ou avec une consigne ou comment vous pouvez imaginer un peu la distribution de ces capsules? Vous pouvez imaginer un système de consigne. Après, il y a tout un nouveau business model qui est pensé autour. Vraiment, on a remis tout à plat. Vraiment, l'expérience utilisateur, comment on paye, comment on est livré d'énergie, comment on fonctionne, tout est repensé à zéro. Et on présentera ça prochainement plus en détail. Et on connaît l'autonomie d'une capsule comme ça? Alors, l'autonomie au complet du véhicule, c'est 800 km. D'accord. Et donc, dans très peu de temps, on vous expliquera combien d'autonomie par capsule. Ah d'accord, c'est pas encore... Voilà, Vous êtes en train de faire vos équations... les équations sont faites, mais vous savez... Le temps de passer de l'équation à la En fait, les production, équations c'est évidemment, tous ces éléments, nous avons déjà. Mais on est des industriels. Tout doit être pris. Quand on annonce un chiffre, qu'on annonce un Bien élément, sûr, bien sûr, il faut qu'il soit... Il faut il y a vérifié. plusieurs tests, plusieurs expertises avant d'annoncer quoi que ce soit. Et voilà, le projet a commencé il y a seulement 5 ans. Donc 5 ans, c'est beaucoup pour un projet start-up peut-être. Et pour un marque automobile, c'est une toute petite que le début de durée. l'histoire. Mais Fawzi, quand est-ce que vous comptez sortir ce véhicule? Depuis le 11 mai, on a fait la première mondiale chez Pininfarina. D'ailleurs, c'était un événement important pour nous. C'est 4 ans et demi de travail, un aboutissement en une seule journée. On présente tout, ou presque tout. Et là, on a un timing, le compte à rebours est lancé. Il nous reste 42 mois, donc 3 ans et demi, pour livrer les premières voitures, donc fin 2025. Début 2026. Donc c'est la course contre la montre maintenant, parce que chaque jour compte et voilà. Et elles seront fabriquées où du coup? Pardon Julien, elles sont fabriquées où ces voitures? Alors, encore une fois, il y aura une annonce prochainement sur le lieu de production, mais ce que je peux vous dire, c'est un projet qui est entre l'Europe et l'Afrique. On a beaucoup de partenaires européens dans l'ingénierie, dans la partie fuel cell, et voilà, actuellement le Maroc est un pays important, vous savez, dans l'automobile. On a déjà Renault et PSA qui sont présents au Maroc, et donc le projet est entre ces deux continents finalement. Et on n'a pas encore d'idée de tarif de ce véhicule? Si, nous avons déjà un target price. Aujourd'hui, c'est un véhicule d'accès à 65 000 euros, jusqu'à 95 000 euros pour la version très haut de gamme. On a un véhicule qui est propulsion, donc avec un moteur sur l'essieu arrière, ou une version 4 roues motrices, donc un vrai 4x4, un véhicule qui permet de faire... Oui, voilà. Oui, de rouler avec un moteur sur Pour aller l'essieu arrière. partout au Maroc, par exemple. Par exemple, un véhicule qui fait 550 chevaux, version haute, et 300 chevaux. Il y a un point important aussi, c'est la passion. Vous savez, moi je suis un passionné d'automobile, et on a un peu ce regret quand on pense à l'électrique, on perd un peu cette passion, et l'idée c'est de la retrouver grâce à l'hydrogène. Namix, donc Fawzi, Anadja, on suivra de près donc le salon de l'auto, Bien sûr. au début de l'hiver pour justement avoir toutes ces nouveautés. Merci et bon vent donc à Namix. Merci. Il est temps maintenant, Pauline, de retrouver l'essai de cette semaine. Absolument, et on va parler de l'une des... Alors c'est la carrosserie qui marche, c'est le SUV coupé. Alors Julien Bonnet, justement, avec Jean-David Duhart, a essayé l'un des derniers sortis, une version plutôt compacte, c'est le Volkswagen Taigo. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain, l'essai. On n'arrête plus la vague des SUV. Depuis le début de l'année, ce segment représente près de la moitié des ventes de véhicules neufs en France, un niveau historiquement élevé. Pour se distinguer, les marques, elles sortent des variantes en fait de cette catégorie. Donc la dernière en date est particulièrement à la mode en ce moment, c'est le SUV coupé. Donc on découvre aujourd'hui ce Volkswagen Taigo qui est en fait le premier SUV urbain coupé de la marque, qui a déjà 8 SUV au catalogue, dont 3 donc, dans ce format compact. Donc le T-Cross, le plus petit, le T-Roc qui a plus la volonté d'aller séduire les clients plus attirés par un segment premium, et ce nouveau Taigo donc pour incarner le SUV urbain coupé. Derrière ce nouveau modèle, donc à 4,26 m, donc qui vient compléter cette gamme chez Volkswagen, il y a vraiment la volonté d'avoir un nouveau moteur des ventes. Renault a par exemple particulièrement bien réussi le coup avec son Arcana qui est dans le top 10 des meilleures ventes cette année. Sur ce Taigo, on retrouve donc tous les attributs un peu de cette sous-catégorie, donc
Pour la partie SUV, les protections notamment autour des roues et une position de conduite assez élevée. Et pour la partie coupée, cette ligne de toit fuyante à l'arrière, mais qui ne va pas trop pénaliser l'espace pour les passagers à l'arrière. Et on a également un joli volume de coffre. On va voir tout de suite à l'intérieur à quoi ça ressemble. À l'intérieur, ce Taigo, il reprend finalement les ingrédients principaux de la nouvelle Polo, donc notamment au niveau des écrans. Donc derrière le volant, on retrouve bien sûr des écrans pour les compteurs qu'on va pouvoir personnaliser. Ça, c'est assez classique maintenant chez Volkswagen. Et un écran tactile 8 pouces qui a une plutôt bonne définition et une bonne réactivité. Du côté de la climatisation, c'est les fameuses commandes tactiles, donc avec une ergonomie qui n'est pas forcément parfaite, mais bon, ça fait l'affaire et au moins c'est des commandes dédiées qu'on n'a pas besoin de passer par l'écran. Du côté des matériaux, on a des jolis sièges tissus avec ce motif un peu original dans notre finition Airline. En revanche, dans tout le reste, on va avoir finalement beaucoup de plastique, donc des plastiques moussés sur les parties les plus visibles, mais aussi beaucoup de plastique dur, notamment sur les portières. Et donc ça répond finalement à la volonté aussi de proposer un véhicule à tarif plutôt compétitif. D'ailleurs, de manière assez surprenante, on retrouve un frein à main manuel. Donc ça, c'est pas plus mal pour ceux qui préfèrent finalement une technologie plutôt classique. Mais c'est vrai que c'est étonnant, là où on a l'habitude de retrouver plutôt un frein de parking électronique. On va maintenant voir sur la route ce que donne ce nouveau Taigo. Sous le capot de notre modèle d'essai, on retrouve le moteur 4 cylindres 1,5 litre qui offre une puissance de 150 chevaux. Donc c'est tout simplement le plus puissant proposé sur Taigo. On retrouve également un 3 cylindres 1 litre 110 chevaux et également sur les finitions de base, un moteur plus petit, 95 chevaux en boîte manuelle. Nous, sur notre modèle d'essai, avec cette motorisation 150 chevaux, on retrouve la boîte automatique DSG 7. Donc c'est la seule, de toute façon, proposée avec ce moteur. Et elle se montre, comme d'habitude, très efficace. On a même des palettes au volant si on veut interagir directement sur le rapport engagé. Et même chose, on peut enclencher le mode sport, qui est proposé au même titre qu'un mode éco. Ce mode sport, il s'active super facilement. Un coup vers l'arrière du levier. Et voilà, on peut bénéficier de toute la puissance disponible. On peut dire qu'on manque pas de puissance avec ce moteur 150 chevaux, c'est peut-être un peu trop, mais il faut voir en conditions réelles d'utilisation, avec notamment pas mal de passagers ou de bagages transportés, ça peut mériter une telle puissance. Mais c'est vrai que la version 110 chevaux, elle est peut-être plus adaptée à ce véhicule qui incite à une conduite plutôt confort, douce, pour profiter vraiment de la route. Là, par exemple, pendant notre essai, on a une moyenne de 7,5 litres au 100. Donc, c'est pas un chiffre trop médiocre, mais c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à mieux, surtout sur un SUV compact. Sur notre modèle d'essai en finition Airline, on retrouve également pas mal d'équipements, notamment le Travel Assist de Volkswagen. Et le Travel Assist, en fait, ça va regrouper régulateur de vitesse adaptatif et suivi des lignes de la route. Et donc ça, c'est idéal sur les longs trajets. On l'enclenche, on fixe la distance qui peut nous séparer d'un véhicule qui est devant. Et en fait, je vais être assez tranquille sur mon trajet. Avec ce format original, ce Taigo pourrait tirer son épingle du jeu au sein de la gamme Volkswagen, mais également face à de nombreux concurrents. Parmi les SUV au format atypique, c'est notamment le plus court par rapport à un Toyota CHR ou encore Citroën C4 et Renault Arcana. Côté tarif, le Taigo démarre à 23 850 € en finition de base et pour notre modèle d'essai, il faut compter un tarif de 32 850 €, donc la finition Airline avec le moteur 1,5 litre 150 chevaux. S'il n'est pas proposé en version hybride ou électrique, ce Taigo arrive tout de même à limiter ses émissions. Sur notre version avec le plus puissant des moteurs proposés, les émissions sont de 134 grammes par kilomètre, ce qui lui donne droit à un malus limité à 190 €. BFM Business et 01 TV présentent En route pour demain, en région. Et donc on va passer tout de suite à En région. Vous êtes de plus en plus nombreux à passer aux deux roues et à passer aux deux roues électriques. Alors mais la conduite, François, elle est un petit peu différente. C'est pas tout à fait pareil. Et du coup, la première moto-école 100% électrique vient juste d'ouvrir, c'est à Puteaux, en région parisienne. Et Pascal Samama est allé la tester pour nous. C'est le boom des scooters et des motos électriques. Pour Philippe Monneret, quel que soit l'engin, sa puissance ou sa motorisation, il faut apprendre à le maîtriser. Le fondateur d'Easy Monneret, la plus grande moto-école de France, a donc créé un centre dédié à l'électrique sur l'île de Puteaux, à quelques kilomètres de Paris. Philippe Monneret veut transmettre l'amour du deux roues sans polluer.
quand on apprend, si on peut le faire en respectant la planète, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a ouvert cette moto-école 100% électrique. Déjà, c'est un lieu magique. On est sur l'île de Puteaux, c'est incroyable. Et ces centres, on voudrait les développer pour pouvoir justement être pratiquement en ville. On va apprendre dès 8 ans. On va apprendre aussi à 14 ans le fameux permis AM pour pouvoir rouler en sécurité. Et puis après, il y a la formation 7 heures qui est obligatoire quand on a 2 ans de permis voiture. Et puis par la suite aussi, là on a des super motos pour passer le permis moto automatique. Mais tout ça en électrique. Voilà, c'est ce qui va se passer ici sur ce centre de Puteaux. Cette école est aussi ouverte à ceux qui veulent seulement utiliser des scooters électriques en location. Yego, reconnaissable à ses engins verts et vintage, a décidé d'offrir à ses clients une formation dans cette école. On a choisi Monneray de par l'histoire, de par sa réputation. C'est une des meilleures écoles de conduite sur Paris. De sa proximité aussi avec notre zone opérationnelle. C'est super important d'initier à la conduite et aux règles de sécurité routière sur un 2 roues. On sait que la conduite à Paris peut être un petit peu compliquée. Donc c'est très important pour nous d'offrir à nos utilisateurs une possibilité de conduire un scooter électrique tranquillement dans une zone complètement sécurisée avec des personnes qui connaissent la conduite de 2 roues pour qu'ensuite, dans Paris, ils puissent conduire tranquillement et en toute sécurité. Ouais. Pour le lancement de l'école, les adeptes de la moto thermique sont venus découvrir ces engins silencieux. Parmi eux, Tim et Tom, qui passeront bientôt le permis A2 sur des motos thermiques. En termes de ressenti, c'est vrai que ça pousse pas mal. On peut pas le nier. Par contre, c'est vrai que personnellement, je trouve que ça manque un peu de son, un peu de ressenti, de vibration, etc., de changement de rapport. Voilà. C'est les impressions que j'ai eues personnellement. Voilà. Moi, un petit peu pareil, je le rejoins. Au niveau de la tenue de route, c'est pas très rassurant non plus, mais c'est vrai que ça marche quand même. C'est très linéaire. Donc voilà, c'est l'avantage, on va dire. Pour la région parisienne, ça peut être bien. Et le public était bien présent pour découvrir une nouvelle manière de piloter un 2 roues. En France, les ventes des équivalents 50 cm3 en électrique ont bondi de 90% en 2021 et celles de 125 cm3 de 35%. Avec le stationnement payant et le contrôle technique, cette vague électrique ne fait que commencer. Et bien voilà, un permis pour les motos électriques. C'est avec ce sujet de Pascal Samama que se termine En route pour demain. Merci de nous avoir suivis. Pauline, on sera là la semaine prochaine, bien sûr. Absolument, François, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. BFM Business et 01 TV présente En route pour demain avec Pauline Ducamp et François Sorel.